Bienvenue dans un énième podcast de jeux société. Eh bien, bonjour. Il faudrait peut-être que j'arrête de dire 3 fois bonjour à chaque fois que je dis bonjour. 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 Bonjour, le Euh, magnifique, le magnifique. Bonjour Richard, le plus riche de nos collaborateurs sur ce podcast. Après Craig, bien sûr. Ah, Craig, il doit être plein aux as. Je sais pas si beaucoup de gens le payent, hein. C'est quoi son business model, Craig? Et non, tu ne fais Je sais pas, qu'écouter. la pub comme tout le monde, j'imagine? Ah ouais, bah ça. On lui fait bien de la pub à ce Craig, hein. Ouais, en même temps, il nous rend fier service, donc il mérite. Alors du coup, le sommaire du jour. Ouais, tu fait le sommaire la dernière fois, je travaille un petit peu aujourd'hui. Alors, le let's play de aujourd'hui, ce sera pour Duel pour Cardia, un petit jeu de cartes de sélection et de hand management. On expliquera plus tard ce que c'est. La question de la semaine, ce sera: peut-on juger un jeu sur une seule partie? Chose que l'on fait toutes les semaines. Oui, tout à fait. Proto, le thème du jour sera rêve, logique onirique, souplesse des règles et transformation. Et enfin, un petit jeu qui nous fait de l'œil. Une remarque sur ce sommaire? Je le trouve excellent. Ah, parfait. Je trouve que c'est le meilleur sommaire qu'on ait jamais fait. Oui, bah, on s'améliore de podcast en podcast. Je me répète, hein, mais c'est parce que c'est toujours vrai. Alors, Duel pour Cardia, un jeu de Fauzi Bouguida et Mathieu Rivero. J'ai jamais entendu parler d'eux, je ne sais pas ce qu'ils ont fait d'autre. Putain, je me suis même pas renseigné sur les auteurs, c'est la honte. Attends, je regarde vite fait. Oh! Mathieu Rivero, il a fait The Val of Eternity. Ah, mais on a joué à ça! Il a fait que les extensions. C'est marrant. Et c'est un petit jeu, du coup, c'est un petit comment on peut décrire, Val of Eternity? Un jeu de construction de moteur? Je sais pas, je suis pas à l'aise avec, cette mécanique-là, je saurais pas comment dire, Je peux aller sur la page de Val of Eternity. oui. Pour Comme ça, l'instant, je je compare regarde un un peu. peu mieux les auteurs. Ben, BGG dit que c'est un jeu de hand management, de market, d'open drafting et de set collection. Ah oui. C'est vrai que pour les gens qui nous écoutent, hein, les 4, Val of Eternity, c'est un jeu où on est un chasseur de monstres et on va capturer les monstres ou les vendre. C'est assez horrible quand on décrit le jeu comme ça. Et quand on capture des monstres, ils ont des pouvoirs qui vont revenir soit dès qu'on les achète, soit à chaque tour. Et le but est d'avoir 60 points, sachant que il y a plusieurs familles de monstres qui donnent des points différemment selon leur famille. Et donc, Fawzi Bouguida, il a fait Duel pour Cardia et un autre jeu qui s'appelle Twisty, que je connais pas. Et effectivement, Mathieu Rivero, en dehors de l'extension pour, The Veil of Eternity et un autre jeu que c'est non, en dehors des extensions pour The Veil of Eternity, il a fait Duel pour Cardia. Voilà. Duel pour Cardia. Alors le lore, euh, une cité fantastique, Cardia. 4 groupes se battent pour la maîtrise du pouvoir. Bon, comme d'habitude, hein, des factions. Mais les factions n'ont pas trop d'impact dans ce jeu. C'est surtout les couleurs qui vont représenter les factions. On va chacun avoir exactement les mêmes cartes en main. Et à chaque tour, on va poser une carte. La carte la plus haute, qui sont numérotées de 1 à 15. La carte la plus haute gagne. Du coup, un de nous deux va gagner un point. Et l'autre va pouvoir utiliser le pouvoir de sa carte. Le pouvoir, peut donner des avantages, pour la prochaine carte à jouer, ou va faire des effets, ou va te faire défausser. Plein d'actions, différentes et variées. Le premier à avoir 5 points gagne la manche. Si un joueur ne peut pas jouer une carte lors d'une manche, il perd la manche. Et le premier joueur à 2 manches gagnantes gagne. Voilà, un jeu extrêmement simple. Oui, tout à fait. Moi, j'avais noté, est-ce que ça t'intéresse que j'en parle, les mécaniques de jeu Ah oui, bien sûr! qu'utiliser ou est-ce que j'en parle après le let's play, remarque? Comme tu Non, non, préfères. on parle-en maintenant, comme ça les gens sauront à quoi s'attendre quand ils nous entendront jouer. Mmh. Bah, donc en fait, c'est un jeu qui repose sur 2 mécaniques principales, mais qui me semblent, très efficaces.
D'abord, c'est un jeu de gestion de main. Donc on en a parlé au dernier épisode, j'en ai parlé à propos du Scrabble et du tarot de la belote. Donc c'est-à-dire qu'il y a une zone de jeu spécifique qui appartient à chaque joueur, qui s'appelle la main. Cette main, elle est remplie de trucs, donc des pions, des cartes, ce qu'on veut. Tout l'intérêt d'un style de jeu gestion de main, c'est de jouer ce qu'on a dans la main au bon moment, de gérer la taille de sa main, ce qu'on en sort, ce qu'on y rentre, excusez-moi, etc. Ensuite, c'est un jeu de sélection et d'action simultanée. Ce que ça veut dire, c'est que tous les joueurs prévoient secrètement leurs actions qu'ils vont révéler au même moment. Donc, à proprement parler, il n'y a pas de tour de jeu associé aux joueurs, c'est plutôt des manches. Et donc ça, ce sont les mécaniques de jeu qui sont listées par Board Game Geek. À mon avis, Board Game Geek oublie une mécanique parce que la sélection d'actions simultanées, et je pense qu'on va le voir pendant le let's play, ça génère une composante de bluff. Donc le bluff, on le définit rarement, c'est le fait de tromper l'adversaire à l'aide d'une information dont on est les seuls à disposer. Et donc dans ce cas-là, pour Cardia, tu l'as expliqué, le pouvoir d'un personnage ne s'active que si, tu as perdu, l'opposition. Et donc, tu peux volontairement essayer de perdre un duel en faisant croire à l'adversaire que tu vas pas le jouer à fond, que tu vas mettre un personnage avec une petite valeur, et cetera. Ça peut être dans ta stratégie de tromper le joueur adverse. Voilà. Pour moi, c'est les 3 mécaniques, qui me semblent être, dans ce jeu. Peut-être on en verra une autre en jouant. Je préfère donner ces petits conseils techniques et conseils tactiques dans le jeu, car il y a un énorme coup de bluff qu'on peut faire, ou un coup de poker en tout cas. C'est que la carte 16, son pouvoir, c'est de gagner la manche directement. Sauf que, étant la carte la plus forte, on peut jamais faire son effet a priori, puisque soit on va faire une égalité avec la 16, soit on gagne le point. Il y a une carte, la carte 5, qui baisse le pouvoir d'une carte de 4 points. Ce qui fait que là, la 16, elle est utilisable. On peut faire son pouvoir. Ce qui fait que là, il y a un coup de bluff à faire. Soit le joueur adverse perd un point, et du coup donne un point gratuitement, parce que il sait que le joueur adverse va jouer le 16, et du coup, il n'a pas du tout envie que le joueur adverse fasse l'effet. Soit il pense que c'est un coup de bluff, et du coup, que l'adversaire va jouer autre chose. C'est pour ça que c'est intéressant de faire attention quand quelqu'un va jouer son 5, et est-ce qu'il a déjà joué son 16. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, un truc qu'on n'a peut-être pas précisé dans la règle. Ah, c'est le 3 en fait, pas le 5. Désolé. Oh, non, pas de problème. Un truc qu'on n'a pas peut-être pas précisé dans la règle, je me souviens plus, c'est que le gain d'une opposition, parce qu'il faut gagner 5 combats, le gain d'une opposition, peut être rétroactivement annulé par un effet qu'on a joué ultérieurement. Tout à fait. Tout à fait. Et donc c'est ça qui apporte moi je trouve l'aspect tactique le plus intéressant, c'est que si au premier tour, j'ai gagné mon opposition contre toi, tu peux tout à fait au tour 4 avoir un pouvoir que tu vas activer sur les cartes qu'on a jouées en premier au premier tour et du coup me faire perdre cette opposition. Donc ça, c'est vachement intéressant. Bon ce jeu? Eh ben allez, banco. Ah, je t'ai invité là Eh sur bien, BGA. écoute, je te rejoins. Ah, cette petite sonnerie BGA, qu'est-ce qu'elle fait plaisir. BGA qui a fait une collab avec, JDG cette semaine. Oh, j'ai pas vu ça. Si, si, avec JDG, Presea, Shishayu et Seb Dugrenier. Voilà. Mais c'est sur Ils ont Twitch? C'est sur joué. quoi? Oh, bah, alors, j'imagine que c'était sur Twitch, mais moi j'ai vu le résumé YouTube et ils ont joué à quoi ils ont joué? Aventurier du Rail, Azul et j'ai oublié le troisième. J'ai oublié le troisième. Est-ce qu'il y avait un troisième? Oui, il y avait un troisième, un jeu, une sorte de double, mais où tu dois faire des lignes. Je me souviens plus du nom du jeu, je veux pas te dire de bêtises. OK, bah, c'est cool, je regarderai ça, tiens. Ouais, bah, Alors là, regarde, ouais, c'était rigolo. on a 5 cartes en main, faut choisir une. La 1re carte, quand on connaît pas l'adversaire, on n'a pas d'informations sur ce qu'il va faire, la première carte, c'est un peu du pif. Alors du coup, je prends un petit peu de temps, hein, je lis les cartes. Il y a pas de souci. OK. Alors là, on joue avec le deck numéro 1. Il y a 2 decks, dans le jeu, et il y a des terrains qui donnent des effets spéciaux, lors de la partie. Ou en tout cas des conditions spéciales. Là, moi, j'ai joué la 15, l'inventeur, qui a un effet qu'on va pas citer parce qu'il va pas se faire. Et toi, tu as joué le juge, le numéro Mmh. 8. Et donc, là, tu as gagné un pouvoir qui est un pouvoir permanent.
que tu vas gagner toutes les égalités, incluant, celles à venir. Tout à fait, c'était, ça m'a semblé très intéressant. Ça me rappelle, une mécanique qu'il y a aussi dans Pecking Order et généralement, c'est toujours bien de choper le gain de l'égalité. Picking Order, un très vieux jeu. Eh oui, mais par Richard Garfield, donc c'est un jeu indémodable. Donc là, tu as choisi, moi j'ai Oh, pas Richard Garfield, choisi. Bah, ouais, hein, ouais, ouais, je crois. l'auteur de Magic Tout à et de fait, King of Tokyo. tout à fait et de, Donjon, Danger, D, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Dice Dungeon and Danger et de Mindbug. Ah! Mindbug qui est sorti il y a pas très longtemps, je crois ce mois-ci, une édition spéciale King of Tokyo et King of Tokyo a sorti une édition spéciale Mindbug. Ah, c'est marrant. Quand c'est le même auteur, c'est plus facile, hein. C'est pas grave. Du coup, à chaque tour, on pioche une carte et là, on a pioché. Oh là, c'est allé vite, j'ai pas capté ce qui s'est passé. Tu avais mis une carte 1. Tu as joué la 7. La 7, bon, son pouvoir est oubliable puisqu'elle ne s'est pas appliquée. Par contre, moi, j'ai joué la 1. La 1, son pouvoir, c'est, défausser les 2 cartes, la tienne et la mienne. Ce qui fait que c'est comme si on n'avait pas joué de tour. Par contre, on a repioché. Par contre, on a repioché. Je dois t'avouer que je joue un petit peu au hasard là pour l'instant. Ah oui, les premières parties, faut comprendre un petit peu la méta. Ah là, typiquement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai joué la 9, j'ai gagné la manche. Tu as joué la 3. La 3, comme je le disais plus tôt, ça rajoute -5 à la prochaine carte. On va dire que c'est un malus, c'est nul, ça te permet de jouer à la 16. 16 qui, je le rappelle, fait gagner la manche. Maintenant, j'ai peur. Ah! Ah, il fallait bien que j'essaye. Donc là, j'ai posé la 16, donc le combo que tu disais tout à l'heure. Pour, info, je les ai piochés à l'instant, la 16. Du coup, tu as posé la 16 et moi, je me suis trompé de carte. Je pensais avoir posé la 4, mais j'ai posé la 8. Ah, donc maintenant, ouais, d'accord, OK. 8, ben, j'ai le même pouvoir que toi, je gagne les égalités. Du coup, bah, ça redevient une égalité, j'imagine? Je connais pas ce point de règle. Non, bah, du coup, à chaque égalité, on va chacun gagner un point. Ah d'accord, OK. Et ce qui est pas dégueulasse, Ah hein. bah, non, non, non. C'est quoi ça? Il y a BGA qui nous met un coup de pression. Qui me met un coup de pression. Donc là, j'ai joué la 15 qui me permet d'ajouter 3 d'influence à n'importe quelle carte et d'enlever 3 d'influence à n'importe quelle carte. Je viens de gagner. Mais, moi j'ai mis la 4, Non, hein, qui rend ce combat par une égalité. Ouais, que la rencontre est une égalité. Du coup, tu avais gagné un point et moi aussi. bravo, bravo. Ah, il est sympa cet effet-là de la 4. Donc là, pour l'instant, tu as 3 points et j'en ai 2. Il faut arriver à 5. C'est tu plus de temps que moi là. C'est ma première J'ai pas partie. l'impression d'avoir pris trop de temps. Parce que là, il y a BGA qui met des coups de pression, hein. Il y a des petits des petits sons de Oui, tac, mais tac, tac, je te tac, dénoncerai tac. pas. Ah merci, c'est gentil. Ah parce qu'en plus tu as l'option, hein. Mais je crois qu'il faut attendre 30 secondes en plus, du temps imparti avant de jarter quelqu'un. Eh beh, écoute, je ne sais pas quoi jouer. Je ne sais pas du tout quoi jouer. Alors, pour rappel, les scores sont 3-2, 3 pour moi, 2 pour Richard. Nous avons chacun un pouvoir qui permet de gagner un point en cas d'égalité. Moi, j'ai joué à 5, qui me permet, de discard 2 cartes de mon adversaire. J'ai perdu, tu as donc, discard Mmh. 2 cartes. Tout à fait. C'est tout à fait ce que j'ai fait. Et toi, tu as joué? Moi, j'ai joué le gardien des marais, une 13, qui du coup n'a pas, généré son effet. Là, on est 3 contre 3, hein. Là, on est à 3-3 du coup, effectivement. Alors du coup, moi, j'ai joué la 13, le Swamp Gardien, gardien des marais, ça me fait gagner un point. Et toi, tu as joué? Ambusher, je sais pas comment traduire ça, mais le gars qui fait des embuscades. Je dois choisir une faction et mon adversaire défausse toutes les cartes de la faction choisie de sa main. Donc c'est intéressant quand tu connais les cartes, j'imagine, mais moi, je les connais pas. Il y a 4 factions, chacune, avec, une distribution égale, de cartes. 16 cartes en tout. Je pense qu'il y a 4 cartes de chaque faction. Là, tu vois que j'ai joué 3 cartes vertes, 2 cartes bleues et une carte rouge. Il y a potentiellement plus de chances que j'ai une carte rouge en main, mais c'est pas sûr. Donc là, il y a 4-3 pour toi, donc balle de match. Et donc là, moi j'avais joué la carte 1, donc celle que tu as jouée tout à l'heure, ça a donc provoqué le même effet car toi tu avais joué la 7, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et donc l'effet de la carte 1, c'est qu'on défausse les 2 cartes qu'on vient de jouer. Voilà, donc du coup, on a défaussé. On est toujours 4-3. C'est toujours une balle de match pour moi. Si je gagne cette rencontre, je gagne la partie. Mmh.
Donc là, tu viens de jouer une 14 et moi, je viens de jouer une 10 et donc la 10, la marionnettiste, si je perds, je défausse la carte de l'adversaire qui vient d'être jouée. Je la remplace par une carte que je pioche au hasard dans sa main et l'effet n'est pas activé et malheureusement, j'ai pioché une 12. Donc du coup, tu as gagné, me semble-t-il, Et un, oui, deux, j'ai trois, gagné. Et oui, 5. parce qu'en fait, dans ma main, j'avais 14, enfin, Mmh. la 14 que j'ai jouée, la 12 et la 11. Et aussi une 6. Tu avais une chance sur 3 Mmh. de gagner. Ouais, bravo. Bravo, bravo. Et moi, j'avais 2 chances sur 3 de gagner. OK. Du coup, nouvelle manche. J'ai gagné une première manche. Je suis en tête. Si je gagne cette manche-là, j'ai gagné. Sinon, je serais égalité avec moi. Donc là, tu viens de jouer la 3, je viens de jouer la 6. Donc c'est toi qui génères le pouvoir et c'est tu ajoutes -5 à la prochaine carte que tu joues. Vais-je jouer le djinn? Donc tu as joué le Eh djinn oui, j'ai joué le djinn. et du coup, j'ai évidemment joué une carte faible et ma carte, j'ai joué la 4 qui disait que cette rencontre est une égalité. J'ai perdu, donc cette rencontre est une égalité. J'ai donc gâché mon 16. Je réfléchis, hein, excuse-moi. Ne t'excuse pas d'être le OK. meilleur de toi-même. Oh! Donc tu as joué le juge, tu gagnes toutes les égalités, donc du coup, ça te rajoute un point sur le combat précédent. Et moi, j'avais joué une 13, c'est pour ça que tu as activé ton pouvoir. Du coup, on est 2 à 1 pour toi. On est 2 à 1 pour toi. Égalité! On a tous les 2 joué le 1 Higher Blade. Et du coup Aucun de nous 2 utilise le pouvoir, mais c'est une égalité, du coup, je gagne un point. Ouf, aïe, aïe, aïe. coup dur pour le joueur français. Ah non. Donc là, tu as joué la marionnettiste. Moi, j'avais joué donc qui est une 10. Moi, j'avais joué la 15, donc tu as perdu. La marionnettiste, on l'a vu, à la manche d'avant, tu me fais défausser ma carte et tu pioches dans ma main et tu as pioché au hasard une 14. Donc ça n'a rien fait. Pour l'instant, 3-2 pour moi. Oh, il y a pas la peine de le dire comme ça. Tu as joué la 13 et moi j'ai joué la 8, donc c'est le juge qui me permet de gagner toutes les égalités et du coup, comme on avait fait 2 égalités, je gagne 2 points supplémentaires et je gagne la manche. Si je me trompe pas, ouais, ça fait 5. Et bien joué. Donc une manche partout. Et bien joué, très bien joué. Une manche chacun. Bien sûr, ça nous mène au combat final. Mais maintenant, je connais ta façon de jouer, je connais ta stratégie, ce qui fait que la première carte sera décisive. J'imagine, bien sûr, Et je vais jouer cette carte. et moi je joue celle-ci. Donc moi j'avais joué la 6, tu as joué la 4. Ah bah, donc la 4, toutes les rencontres, cette rencontre est une égalité. Donc du coup on est à égalité. Il y a une carte que j'arrive pas à comprendre son effet. C'est laquelle? La 2. Ah, la 2. En fait, tu vois qu'on a des bah, typiquement sur ma carte là, il y a, un Mmh. token. Du coup, la 2 va pouvoir enlever le token Donc c'est de ma d'accord, donc c'est plus carte. une égalité du coup? Ah, ouais, ça enlève un pouvoir. D'accord. S'il y a un modificateur, bah, typiquement la 3 donne un Mmh. modificateur -5, il peut aussi enlever un modificateur. Mmh. Une carte, somme toute bien utile. On vient de jouer toi la 9, moi la 8, donc du coup j'ai perdu et la 8 me permet de gagner les égalités. Ce qui fait que je gagne le combat d'avant. Du coup, on est à 1-1. Tu as joué la 11, j'ai joué la 14. Donc la 11, tu donnes +3 d'influence à la carte du combat précédent, ainsi qu'à la prochaine carte que tu vas jouer. Du coup, le ça fait 2-1. Parce que tu gagnais déjà le combat précédent, je suis pas fou, quoi. Oui, oui, j'ai gagné déjà le combat précédent. C'est pas forcément le meilleur moment pour jouer cette carte. Bah, du coup, je t'ai copié, j'ai joué la 11 et tu as joué la 8. Du coup, ça fait 11-11 parce que tu avais un +3 et donc ça fait égalité entre Mmh. nous et moi avec, le juge, je gagne l'égalité donc on est 3-1. Raison. Ah, tu as joué la 2, donc tu vas pouvoir enlever un truc. J'imagine que tu vas enlever, l'égalité? Et oui. Aïe, 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 aïe. Et du coup, tu perds 2 points. Ah ouais, là ça elle fait mal, elle fait très mal. Moi j'avais joué la 16 pour info. Oui. Et du coup, t la tactique, chirurgien Jin ne fonctionne plus. Aïe, 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 quelle Et tristesse. nous sommes donc à 2-1 pour toi. Oui, 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 alors que j'étais vraiment, bien, bien parti.
Ah ouais, tu à 4-1, quoi. Du coup, tu joues la 3 et moi j'ai joué la 2. Donc la 2 qui me permet d'enlever un token précédemment marqué, et je supprime le modificateur de notre deuxième. Ah mais ça n'a servi à rien ce que j'ai fait. Ah, j'ai mal compté. Mais oui, mais pourquoi tu pas enlevé le modificateur du juge? Bah, parce que tu avais pas gagné d'égalité toi? Non, mais en fait, si tu enlevé le modificateur du juge, ben, j'aurais 8, tu aurais 11 et du coup, tu aurais gagné la rencontre et tu aurais fait un point de plus. Heu, ah oui, bah oui, parce que j'ai mal compté. Ah donc je Ou même, tu aurais dû enlever misplay. le modificateur de mon médiateur. Comme ça aurait annulé l'égalité et tu aurais gagné quand même un point de Non, non, mais plus. j'ai été nul à chier. Toujours 2-2. Ah ouais, tu pris la seule option qui te faisait rien gagner, c'est Heu, dommage. un proutki comme dirait mon fils. Mais il connaît Bien sûr, je lui apprends tout. il connaît il connaît les bonnes insultes, hein. C'est pas plutôt sa mère qui dit ça? Non, non, c'est moi, c'est nous tous. Tu as joué la 7, j'ai joué la 15. Et je te demande de défausser une carte verte, sous peine de voir ma puissance doubler. Tu as bien fait. Ma puissance doublée ne sert à rien face à ton 15. Donc là, on est 3-2. Ouais, ouais, ouais. Ça pue un peu, hein. Malgré ton erreur, du Void Mage. Ah, j'étais sûr, putain. Donc il vient de jouer la 1, il nous fait défausser nos 2 cartes. Shit. Donc tu viens de jouer la marionnettiste et moi je viens de jouer le médiateur, donc la 10 et la 4, et donc j'ai perdu et donc j'ai décidé que c'était une égalité. Eh bien, là, on est toujours 3-2. Et tu as joué le 1, le Higher Blade. Et moi, j'ai joué la 14, qui, du coup, n'a rien gagné et est partie dans la défausse. J'ai joué la 13, tu as joué la 5, donc ça me fait défausser 2 cartes. Tout à fait. Par contre, on est 4-2. Exactement. Mais tu n'as plus de cartes dans ton deck, il te reste que 4 cartes en main. Ouais. Je vois difficilement comment tu vas faire pour gagner. Bah, d'autant que toi, toi, il te reste, la 15, la 16, Ouais. la 12, la 15, la 16. Et toi, il te reste la 2. La 12, la 13, la 15, la 16, il te reste. Allez, il faut savoir compter là, c'est compliqué. Il te reste la 2, la 5. Donc là, tu as joué la 16, moi j'ai joué la 5 et donc du coup, je te fais défausser 2 cartes. Depuis mon deck, mais mon deck est vide. Ah putain, c'est marqué là, d'accord. J'avais pas vu l'icône, OK. Donc tu as ouais, ouais, ça me paraît bien mal parti tout ça. Ah oui, oui, non, tu as virtuellement perdu, hein. Donc là, on est 4-3, mais j'arrive pas à savoir exactement quelle carte il te manque, c'est juste que je sais que je peux pas perdre. Ah non, t'aurais pu gagner le point si t'avais attendu que je joue mon 15. Ouais, 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 j'y ai pensé qu'après. Pa 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 pam pam pam. Et là, c'était vraiment la seule configuration qui faisait que tu ne gagnes pas le point. Parce que j'ai joué la 15. Tu as joué la 7. La 7 te permet de me demander de défausser une carte d'une couleur spécifique ou de doubler ton pouvoir, et du coup d'arriver à 14. Mais quel que soit ton choix, j'avoue que je ne vais pas le faire. C'est vrai. Tu serais à 14, je serais à 15, je gagnerai quand même Donc on est à 4-4 4-4 et te reste et j'aurais dû faire ça, j'ai été con. 2. Ouais, la 2, Il me reste la la 10. 250, Ah, il te reste la 10. la 250 et la 18. Ah, chat. Donc tu as joué la Mais bien 13, sûr. je la fais défausser et je la remplace par la 12, ce qui n'a aucun intérêt pour moi. C'est la victoire! Bravo. Il te restait quelle La carte? 9. Victoire! Bravo, bravo. En plus, c'était vraiment 50-50, hein, parce que j'avais la 12 et la 6 en main. Pour dire aux gens ce qui s'est passé. J'ai joué la 13, t'as joué la 10. La 10, du coup, fait défausser la carte qui est au-dessus, qui est devant elle. Fait jouer une carte au hasard de ma main. J'avais la 12 et la 6. Une chance sur deux de gagner. Mais je suis magnifique, car j'ai de la chance. Bah, ça me fait toujours rire parce que quand BGA se termine et que je vois les résultats de la partie, sur BGA, tu peux noter des notes sur les joueurs et moi, la première partie qu'on a faite, sur BGA, il y a longtemps du coup, hein, j'avais noté: «Il triche» et du coup, à chaque fois qu'on finit une partie sur BGA, j'ai marqué, ton pseudo
il triche. Ça me fait toujours rire. What? Je m'empressais d'écrire quelque chose sur toi. Je t'avais jamais dit? Oh, je te l'ai forcément dit. Et ben maintenant, moi aussi j'ai une petite note. Bravo, bravo. Bon, bah, écoute, c'était bien sympa. Et ben cool, hein. Est-ce que j'avais noté des choses à dire, sur ce jeu à part, la technique, du 5 et du 3 et du 16? Éventuellement, moi, je trouve une technique, c'est que tu as 2 cartes, si j'ai bien compté, qui te permettent d'éliminer des factions. Donc c'est vrai que quand tu connais bien le jeu, tu peux pas mal manœuvrer l'adversaire avec ça, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Et après, moi je trouve, si la première carte, c'est vraiment du pif, il y a vraiment, une côté tactique et une côté, je sais que tu vas jouer ça, du coup je vais jouer ça, mais enfin il y a vraiment du bluff et du Mmh. contre-bluff. Tout à fait. Après, bah, si, en fait, je c'est l'évidence, mais la meilleure tactique à avoir pour ce jeu, c'est de bien connaître les 16 cartes, quoi. Il y en a pas 10 000 à connaître. Quand tu les connais et que tu les comptes convenablement, ben, déjà, Ah oui, faut compter les cartes, hein, il y en a 16, c'est pas très ah compliqué. mais tu vois, même à 16, on a eu du mal, donc Ah moi j'ai pas réussi. ouais, moi non plus. Ah non, mais je donne des conseils tactiques, mais je sais pas les appliquer, hein. Mais donc ouais, après, est-ce que j'ai vu d'autres combos très intéressants? Jouer sur les égalités, c'est chouette. Il y a aussi une stratégie de faire défausser la main. J'ai essayé de la faire, mais tu encore 2 cartes en main et j'avais plus rien pour te faire Mmh. défausser. En vrai, je trouve que ce qui est dommage, mais bon, on y réfléchit comme ça alors que les mecs, ils ont passé un long moment à équilibrer leur jeu. C'est je trouve qu'on manque d'options pour perdre un combat, finalement. Tu vois? C'est-à-dire que, le combo avec la 3 et la 16 qui permet éventuellement de perdre un combat avec la 16, bah, en vrai, la 15, la 14, la 13, ils ont tous des pouvoirs intéressants que j'ai jamais pu activer. Et je me Ouais. demande s'il faudrait pas un truc en plus, tu vois? Pour, une opportunité en plus de perdre une manche. Mais bon. C'est peut-être moins vrai avec le deuxième paquet et il me semble que dans les règles, en format expert, tu mélanges les 2 paquets. D'accord. Ah, du coup, la partie est plus Et du chaotique, quoi. En fait, tu mélanges, en fait, tu choisis, quel 1 tu vas prendre, quel 2 tu vas prendre, quel 3 tu vas prendre et ce sera les mêmes pour les 2 joueurs. Du coup, à la première manche, c'est un petit peu la découverte de comment va marcher le set. Mais du coup, ça te permet d'avoir plus de tactique et de technicité, et de stratégie possible. Après, je dis ça, j'ai jamais joué comme ça, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est pas Je suis même pas sûr si ce soit vraiment possible. c'est pas évident, mais en tout cas, ça reste moi, j'ai trouvé que c'était un petit jeu très intéressant. Pour le coup, la règle est simplissime. On n'a pas parlé du matériel. Qu'est-ce que tu as pensé du matériel? Donc des cartes, quoi, hein. Ce sont des cartes. Bah, c'est des cartes. Tu est-ce que tu les trouves particulièrement belles? Dans le jeu, il y a des petits jetons. Mmh? Les cartes, oui, elles sont sympas. C'est pas le jeu le plus beau que j'ai vu, mais c'est clairement pas le plus moche. Mmh. Je dirais 7 sur 10. Non, oui, moi aussi, je trouve ça assez joli, pareil, c'est pas un design, particulièrement original, mais je le trouve vraiment très bien fait, franchement, ça fait la blague. Ok. Est-ce qu'on intègre ce jeu à notre classement? Oh oui. Alors, notre classement actuel, on a Tag Team en 1, Altered en 2, Draftosaurus en 3. Tu veux commencer ou je commence? Commence parce que j'ai vraiment pas d'idée. Écoute, moi j'aurais tendance à le mettre en troisième, donc au-dessus de Draftosaurus, mais en dessous de Altered. Je vois pourquoi tu dis ça. C'est vrai que après Draftosaurus, on l'a mis, il est vraiment pas au même niveau, à la même technicité, Mmh. dans la même gamme de jeux que les trois autres. Ou les trois autres, je trouve, ils sont comparables. Tag Team Altered, Cardia, je pense que c'est targeté pour les mêmes personnes, pas Draftosaurus. Et du coup, Draftosaurus, c'est pas un jeu qui est targeté pour nous. Est-ce que Cardia? Non, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En vrai, moi j'aurais tout à fait pu mettre j'ai beaucoup aimé Draftosaurus, j'aurais tout à fait pu, mettre, Cardia sous Draftosaurus, mais en vrai, je trouve quand même que l'aspect tactique de Duel pour Cardia est vachement chouette. J'aime bien la simplicité de la règle et je trouve que la mécanique est un petit peu plus originale que celle de Draftosaurus. C'est pour ça que je l'ai mis là. Mais moi j'ai beaucoup aimé Draftosaurus, moi il est carrément targeté pour moi, je l'ai trouvé très chouette. Bah, c'est vrai qu'il est très rejouable, Cardia, surtout si on peut mélanger les 2 paquets. Sache que j'ai dit, mais j'ai même pas vérifié, hein,
J'ai cru entendre ça un jour, c'est pas possible sur BGA. Bon après si tu as envie de le faire, tu le fais, hein. Ah bah, après si on a envie de le faire, on le fait, bien sûr. Comme dans Spellbook, ça reprend pas forcément cette même mécanique, mais on peut mélanger 7 de cartes et on peut les mélanger. Et c'est cool. Je trouve qu'il y a moins de rejouabilité que Altered ou Tag Team, mais le jeu est quand même très sympa, je suis d'accord avec ton classement. Allez, banco. Donc, 1er Tag Team, 2e Altered, 3e Duel pour Cardia, 4e Draftosaurus. Top. Parfait, bah écoute, voilà. Est-ce qu'on passerait pas à la suite? La suite étant Oh mais je t'en prie. la question de la semaine. La question de la semaine, la question de la semaine. Je sais pas faire d'ASMR. Question de la semaine. Question de la semaine. Peut-on juger un jeu sur une seule partie? Qui commence? Comme tu veux. Bon, bah, je vais bien commencer. Ah bah vas-y, balance. Alors, déjà, la question de la semaine, c'est: peut-on juger un jeu sur une seule partie? Déjà, qu'est-ce que juger un jeu? Si on se réfère à Wikipédia, juger, c'est une opération de connaissance, l'acte psychique par laquelle nous affirmons, nions, etc., un contenu propositionnel. Qu'est-ce que contenu propositionnel? C'est une proposition, c'est un contenu qui contient une proposition. La proposition, c'est le jeu, voilà. Mais si on veut préciser la question, on pourrait parler d'opinion. Est-ce qu'on a une opinion sur le jeu? Si on reprend encore une fois l'article Wikipédia, une opinion est un jugement que l'on porte sur un individu, un être vivant, un phénomène, un fait, et un autre objet ou une chose. Ce qui fait qu'on tourne un peu en boucle. Maintenant, si on écoute ce podcast, ce n'est pas pour entendre des extraits de Wikipédia. C'est un podcast avec des faits. D'abord, est-ce qu'un Mmh. jugement est différent d'une somme de connaissances? Y a-t-il de la subjectivité à cela? Ou est-ce qu'on peut avoir tous le même jugement avec les mêmes informations et que c'est déterministe et que ensuite, fort de ce jugement, on pourra appliquer notre subjectivité par la suite. Oui, c'était un podcast philosophique. Nous ne reprendrons donc, nous répondrons pas à cette question de la subjectivité intrinsèque ou externe au jugement, mais on va pouvoir débattre. Ensuite, moi, je voulais dire qu'on a toujours une opinion. Après une première partie, après une deuxième, après une 1000 parties, ou même après 0 partie. On a toujours des prédicats, des connaissances, qu'on peut associer à une chose, d'autant plus à un jeu, et que l'on le veuille ou non. Que ce soit par le visuel de la boîte, les explications des règles, que ce soit à cause du déroulement d'une partie, ou à cause des gens avec qui on a joué. On a toujours un jugement à apporter. Maintenant, comme pour toute déclaration, il faut savoir qui donne l'opinion. Parce que si c'est un de nos 4 followers, nos 4 précieux followers, d'ailleurs mettez un commentaire pour nous donner votre jugement. Si c'est des joueurs standards, leur opinion est à eux et elle est toujours valable. Maintenant, si ce sont des professionnels comme nous, ouais, on a 4 épisodes de podcast, on est des professionnels maintenant. Tout à fait. Et d'ailleurs, moi, je me sens plus pissé, hein. Quand j'irai au festival de jeux, je taperai sur mon estomac et je dirai: «Ouais, c'est moi, le magnifique, respectez-moi, respectez mon autorité». Bon, Bien sûr, moi j'ai déjà fait des cartes de visite, tu hein. bien raison. Apparemment, c'est un vrai problème, ça, dans les salons, d'influenceurs qui se sentent plus pissés. C'est vrai? Dans le podcast On joue dessus, nos collègues émérites, ils avaient invité un mec, créateur. Oh non, c'était un des juristes de l'Asdor. Il disait que ouais, il y avait des mecs, ils ont 10 000 followers, les mecs, ils se prennent pour des stars. Après, est-ce des stars quand on a 10 000 followers? Comme on n'y est pas, peut-on juger? 9 996 plus que nous, hein, Ouais. on peut pas juger. Du coup, qu'on parle de professionnels, d'influenceurs, de journalistes, de vendeurs de jeux, ils doivent avoir un jugement sur un jeu, parce que c'est leur métier, en fait. Et leur jugement, leur opinion est souvent écoutée. Il est souvent attendu. Et ils n'ont pas le droit d'avoir tort, et de faire des erreurs, parce que ce sont des professionnels. Maintenant, il y a entre 500 et 1000 jeux qui sortent par an. Ça fait à peu près 2 jeux par jour. Est-ce qu'on peut tout jouer, ne serait-ce qu'une seule fois? En fait, c'est déjà compliqué d'avoir une première partie pour juger un jeu, que ce soit en tant que professionnel ou comme joueur lambda. J'avais des exemples que je voulais citer, mais je pense que j'ai assez parlé. Je vais te laisser un petit peu parler, Richard. Ah bah merci. Bah écoute, j'apprécie beaucoup ta réponse parce que franchement, c'est plus développé que ce que j'ai fait, mais je fais la même chose. Moi, j'avais envisagé ma réponse à cette question de la même manière que la tienne. D'abord, j'avais envisagé l'idée que juger un jeu,
nécessite d'abord d'être lucide sur les préjugés qu'on peut avoir sur le jeu, parce que la première partie va être fortement déterminée par l'éventuel préjugé que tu vas avoir et je cite les mêmes éléments que toi, la boîte, la taille de la règle, la beauté du matériel. Est-ce que c'est un grand auteur, un grand éditeur? Est-ce que tu ne serait-ce que le thème du jeu, que tu peux particulièrement apprécier ou pas. Et donc le travail à faire pour le joueur ou le testeur du jeu, ça va être d'essayer d'oublier ses préjugés pour donner sa chance au jeu et que la première partie soit une première partie, qui se déroule sous les meilleurs auspices possibles quoi, d'objectivité. Et moi, à titre personnel, ça m'est déjà arrivé d'être surpris par un jeu qui fonctionne très bien, alors que le matériel était éclaté au sol, tu vois? Ou à l'inverse, d'être Ouais. déçu par un jeu parce que j'avais des préjugés particulièrement positifs à cause de la personne qui l'avait faite ou de la beauté du matériel, et cetera. Pour ce qui concerne le cœur de la question, une question particulièrement délicate puisque, bah, par définition, notre podcast, tu l'as dit tout à l'heure, juge des jeux après une première partie. Ce que je voulais dire, c'est que, comme toi, je note que, la production vidéoludique, j'allais dire, pardonne-moi. La production ludique a explosé, c'est depuis de nombreuses années maintenant, donc on peut pas tout tester et dis-moi si je me trompe, j'ai le sentiment que l'écosystème du jeu de société s'est adapté à cette donnée-là et donc aujourd'hui, quand tu vas en salon, t'as pas le temps de faire plus d'une partie, en réalité, de démo, ou c'est rare. Ou ça dépend de la fréquentation, tu me diras. Même parfois, tu fais qu'une moitié de partie. Mmh? Et si le jeu est long et dure 2 heures, on peut pas faire tester la journée sur un salon, c'est 10 heures, 18 heures. Mmh. Tu peux faire tester ton jeu que quatre fois dans une journée, c'est pas possible. Tout à fait. Et si tu vas plus loin, puisqu'il y a plus de jeux pour tout le monde, les testeurs, peut-être ne font pas souvent plus d'une partie d'un jeu, tu vois? Et si tu vas dans ta boutique de jeux de société et que déjà tu as un vendeur assez sympa pour te faire tester un jeu, ça m'étonnerait qu'il te fasse faire 4 parties, avant de te laisser te décider. Donc pour toutes ces raisons-là, m'autorise à conjecturer que l'écosystème du jeu de société s'organise pour que de plus en plus souvent, la première partie soit calibrée pour te plaire le plus vite possible. Tu vois ce que je veux dire? Quitte à un effet waouh sur ta première partie. Peut-être éventuellement les jeux experts qu'on peut écarter de cette catégorie-là, mais pour des jeux, familiaux, pour enfants, d'ambiance, ou des jeux un peu plus rapides que des jeux experts, on va avoir tendance à, générer un fort effet d'adhésion identifiable dès la première partie. Et donc, tout Mmh. ça pour dire, c'était mon avis définitif, que, à mon avis, on ne devrait pas juger un jeu après une seule partie, mais qu'en raison des stratégies nouvelles des éditeurs, on peut peut-être le faire de plus en plus souvent en restant objectif. Ouais, parce que, bah, du coup, ça rejoint ce que je voulais rajouter. Bah, moi, j'avais 2 exemples, là, qui sont purement subjectifs et purement empiriques. D'abord, je parlais d'un jeu qui s'appelle Unanimo. À première vue, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais vraiment besoin d'une première partie pour m'en faire une idée et déjà, j'étais déçu parce que, il n'était pas question d'animaux dans Unanimo. C'était juste un jeu de mots entre unanime et mot. Voilà, donc voilà. C'est vrai que la boîte est pas engageante. Ah, mais en fait, il y a rien d'engageant, même le matériel est pas engageant, la boîte est pas engageante, il y a pas de thème, tu des cartes avec, enfin et je me souviens même plus vraiment du matériel, mais je sais juste que c'était naze. T'as un carnet, de points, tu un carnet de points et puis effectivement des cartes classiques quoi, voilà, qui ont rien de fou. Mais par contre, le thème général est un peu, comment on pourrait dire ça? Dispersé, je dirais. Ouais. Ouais, en plus, tu des cartes avec des mots dessus, ça t'apporte, pas grand-chose. Je pense que Unanimo, c'est un jeu, tu peux jouer avec une feuille. Bon, tout ça pour dire que la première partie ne m'a pas du tout convaincu et peut-être que j'aurais besoin d'une deuxième partie pour pouvoir y jouer. Mais pourquoi le ferais-je? Vu qu'il y a plein d'autres jeux qui pourraient me décevoir de plein d'autres façons et que celui-là m'a déjà déçu. Et au contraire, je voulais parler d'un autre jeu qui s'appelle Rising Sun. Enfin, pour le coup, un jeu expert, c'est un wargame, conquête de territoire, où même avant d'y avoir joué, j'étais tombé amoureux du jeu. Parce que le graphisme est cool, le thème est très fort, il te pète aux yeux quand tu vois la boîte, qui est un Japon féodal avec du fantastique. Et il y avait énormément de figurines dedans. Moi, ça m'a déjà convaincu. C'est-à-dire, c'était mon premier jeu de figurines. J'ai toujours pas réussi à tout peindre tellement qu'il y en a. Pendant longtemps, j'ai même pas trouvé les joueurs pour y jouer. J'avais la boîte, j'avais hâte de faire une première partie. Déjà, j'avais un avis sur le jeu, parce que j'avais lu les règles.
J'avais la boîte, j'avais vu le matériel, j'étais conquis. Du coup, je ne pouvais que, le recommander aux gens. Et ensuite, j'ai fait une première partie et même en connaissant les règles, c'était dur, c'était compliqué. D'ailleurs, j'ai perdu contre quelqu'un à qui j'ai expliqué les règles et j'ai un peu déchanté. Est-ce que mon avis, a changé? Un peu, mais à tort. Parce que, c'est l'un des jeux que j'ai plus fait, en tout cas en tant que jeu expert et c'est vraiment un jeu, à tacticité et qui était très plaisant. Et du coup, même si enfin mon jugement a varié entre la 0e partie et la 20e, il a toujours été à peu près le même. Tout ça pour dire que quand on est un joueur, on peut toujours avoir une opinion ou un jugement sur n'importe quel jeu, avec n'importe quel nombre de parties. Qu'on est un professionnel ou personne, qui aime le jeu de société tout simplement. Et on n'a pas forcément l'opportunité de faire plus qu'une partie et le jugement doit quand même exister, aussi biaisé soit-il. Et donc, on peut toujours juger un jeu à une seule partie, de façon sine qua non. On peut toujours juger un jeu. C'était ma conclusion. Non, mais écoute, c'est cool, tu vois, on est d'accord. En fait, je pense ce qu'on peut dire, c'est que pour tout un tas de raisons, c'est difficile parfois de faire plus d'une partie d'un jeu. Et je pense qu'on peut dire tous les 2 qu'on préférerait faire plein de parties sur tous les jeux et que, bah, malheureusement, à défaut, on peut quand même s'autoriser à juger un jeu sur une seule partie. Le temps est limité, le nombre de gens avec qui on peut jouer Mmh. sont limités. La vie, c'est des choix, hein. Et choisir, c'est renoncer à quelque chose à jouer. Tout à fait. Le temps passe et fauche à l'aveuglette. Ouais, j'avais pas celle-là. Non, mais c'est une chanson. Là, attends, là, tu couperas. Et non, je ne couperai pas. Du coup, je pense qu'on a pas mal philosophé. J'ai menti, ce podcast était un podcast de philosophie. Que penses-tu de passer à la partie proto? Mais avec plaisir. Eh ben, let's go. Donc proto, rêve, logique onirique, souplesse des règles, transformation. C'est vrai. Alors, comme jeu qui est avec le thème des rêves, il y en a pas mal en vrai, Ouais, hein. de ouf. When I Dream, voilà, c'est le seul que je connais. Heu, alors si tu veux, je peux en parler un petit peu pour commencer. J'ai fait, un tableau. Ouais, vas-y. Je te préviens que moi, je vais un peu rentrer dans un tunnel parce que j'ai, comme à chaque fois, déraisonnablement travaillé sur ce prototype. Vas-y, vas-y. Pour fixer le contexte, ce que je voulais faire, comme à chaque fois que j'aborde l'idée depuis qu'on a commencé notre podcast, l'idée d'un prototype, c'est regarder l'état de l'art et ensuite, essayer de trouver, une manière originale de s'insérer dedans. J'ai identifié 2 grands types de jeux de société qui concernent le rêve. D'abord, et c'est l'évidence, mais autant le préciser, tu as une catégorie de jeux où le rêve n'est que le thème, mais n'est pas particulièrement lié aux mécaniques. C'est un habillage, un vernis. Mmh. Donc c'est chouette, mais c'est pas très intéressant pour notre travail. Par exemple, Daydream, c'est un roll and write qui est dans un domaine de rêve, mais ça aurait pu être ailleurs. Etherfield, c'est du deck building, pareil, c'est juste l'univers. Des jeux de gestion de dés comme Lucidity, Six-Sided Nightmares, tu as du placement de tuiles, par exemple Paint the Roses ou l'Attrape-Rêve que j'ai chez moi, qui est un jeu pour enfants. Tu as de la gestion, donc là tu en as plusieurs, tu as Onirim, Dare to Dream, Aerion, Imaginarium, Somnicum. Donc voilà. Et après, tu as une autre grande catégorie de jeux où là, les mécaniques des jeux de société sont directement liées à la manière dont on imagine le rêve. Et donc là, j'en ai relevé de 2 sortes. Tu as d'abord une mécanique qui tourne autour de l'interprétation d'images. Donc là, l'idée, ça va être de dire que le rêve, c'est quelque chose dont le sens nous échappe. Et la mécanique du jeu qui va tourner autour des joueurs qui doivent interpréter des images très oniriques, dont tu peux faire dire plusieurs choses, bah, ça va symboliser cet aspect du rêve. Et donc là, on les connaît tous, Dixit, Mysterium, et après j'avais relevé Dreams, Obscurio, Detective Club, When I Dream et Dany. Voilà, c'est ceux que j'ai vus. Dany. Et après, un deuxième grand type de jeu, c'est quand les joueurs vont devoir eux-mêmes coopérer pour fabriquer une narration. Et là encore, c'est l'idée que, le rêve, c'est quelque chose dont le sens doit être reconstruit. Donc là, j'en ai cité quelques-uns. Il y a Story Cubes. Donc, tu sais, c'est des dés que tu lances et tu dois, générer un récit. Tu as Affinity, tu as Dream On, tu as la fabrique à rêve et tu as Rêve Lune. Voilà. Comme dans Force the Queen? Ah peut-être, ouais, mais c'est dans un univers de rêve spécifiquement? Je l'ai pas vu en tout cas. Ah non, pas du tout. Ouais, OK. Pas du tout, mais il faut écrire un récit Ouais, c'est et ça. en vrai, ça peut être dans un rêve, ça peut être dans tout et n'importe quoi. J'ai jamais compris ce jeu. D'accord.
Mais donc là, ouais, effectivement, donc voilà, interprétation d'image et narration partagée, type de mécanique, donc pour symboliser finalement la même dimension du rêve, qui est la dimension de reconstruction de sens, de perte de sens du rêve. Donc voilà, moi, ce que j'ai vu dans l'état de l'art et comment je l'ai interprété en tout cas. OK. Et bien, fort de tout cela, quel est ton proto? Alors, c'est parti pour le tunnel. Donc, moi, j'ai voulu m'attacher à une autre caractéristique des rêves pour essayer de voir si on pouvait en tirer d'autres mécaniques. Et donc, moi, je me suis plutôt intéressé au fait que, en rêve, la logique du récit n'a plus de sens. Je voulais essayer de trouver un jeu où il y avait des changements de règles, subtils ou brutaux, un jeu où la prise de décision est jamais évidente, où, ça peut être, difficile, à un moment, facile à un autre, où chaque élément peut signifier son contraire ou pas. Bref, c'est quelque chose d'assez chaotique. Et il y avait Mmh. une autre idée qui m'intéressait, c'était essayer d'avoir une idée d'urgence et de réveil qui arrive, tu vois? De rêve qui va prendre fin. Donc je te propose un jeu qui s'appelle Wake Up, avec un point d'exclamation. Mmh. Et comme le proto est assez conceptuel, je vais d'abord te présenter la règle théorique et après je te présente le matériel. Ouais. Donc théoriquement, ma règle du jeu, c'est un jeu coopératif pour 2 joueurs Mmh. et surtout c'est un jeu de jonction. Donc, jeu de jonction, sur Board Game Geek, ils appellent ça point to point movement. Et je vais te détailler tout de suite, mais en gros, pense à la carte des aventuriers du rail. Tu vois, tu as des villes, tu as des routes, et de Chicago à New York, tu es obligé de passer par Boston. J'ai dit des villes au hasard, mais tu vois l'idée. Sur un plateau de jeu de mon proto, tu as des points, moi j'appelle ça des nœuds, sur lesquels tu peux poser des pions. Et les nœuds sont reliés par des routes. À chaque tour, tu dois déplacer ton pion sur un nœud adjacent en choisissant une des routes à suivre. Des fois, il y en a qu'une, des Mmh. fois, il y en a plusieurs. Ça dépend du réseau que tu as. Tu dois partir d'un nœud de départ et arriver au nœud d'arrivée. Parfois, il peut y avoir plusieurs nœuds d'arrivée parce que le plateau va se modifier au cours du jeu. Donc ça, c'est pour le principe de base. Ensuite, chaque nœud a un effet obligatoire. Cet effet, ça va être gagner un objet, perdre un objet, gagner du temps, perdre du temps. Et un cinquième effet plus vague qui va être perturber les routes ou les pions. Par exemple, Ouais. intervertir les pions des joueurs, fermer une route, etc. Enfin, du coup, comme j'en ai parlé juste avant, j'ai prévu un système d'objets avec des cartes que tu peux choisir ou non de dépenser à chaque tour et qui a une incidence sur la route, sur un effet d'un nœud que tu as envie d'éviter ou de provoquer, sur le temps imparti, puisque tu peux gagner ou perdre du temps, etc. Donc, est-ce que cette règle théorique est claire pour toi? Oui, complètement, oui. Merveilleux. Donc, maintenant, le matériel et le but du jeu et l'histoire et tout ça. Wake Up, ça raconte l'histoire d'un petit garçon à qui un soir, quelqu'un lit un conte merveilleux, tu vois. Le petit garçon s'endort, mais il se perd dans son rêve. Il ne se réveille plus, et donc, on a pour mission, nous les joueurs, d'entrer dans son rêve, de le récupérer et de le ramener à la réalité. Et donc, j'imagine un jeu sous la forme d'un très beau livre. Le jeu, c'est un livre. Mmh. Un livre de contes, donc, qui a été lu à l'enfant. Donc, tu as une belle couverture onirique, tu vois, imagine une jolie DA comme ça. Et la reliure du livre, c'est une spirale métallique, tu sais, comme un cahier Oxford. Ouais. Ouais. Le jeu contient 3 très beaux pions, c'est les joueurs et l'enfant à sauver, parce qu'il y a 2 joueurs et l'enfant. Et ça comprend un paquet de cartes qui sont des jolies cartes qui représentent des objets, toujours dans cette idée très onirique, très jolie, tout ça. Enfin, il y a une étrange pièce en bois, un demi-cylindre avec des graduations qui fait la hauteur du livre. Donc, imagine un graissin, tu vois un graissin, tu sais, Oh, je vois, c'est, les petits coupe bâtons, ouais, de pain, italiens? voilà, et tu le coupes en 2 dans le sens de la longueur, tu vois? Ça te fait un demi-cylindre assez long et qui fait la hauteur du livre. Quand tu ouvres le livre, donc tu as la jolie couverture, tu ouvres le livre, là tu as sur la première page, tu as la règle du jeu qui est très facile. Elle t'explique le principe du jeu, le système des jonctions que je t'ai indiqué plus tôt, et elle te demande de tourner la page et d'insérer le demi-cylindre dans la reliure spirale du livre. Et tu remarques que les graduations du demi-cylindre correspondent aux anneaux des spirales. OK? Ça va jusque-là? Ouais, je suis un peu perdu, hein. Bah, grosso modo, tu vois, tu sais, tu as un livre et tu as des spirales au milieu là et Ouais. tu insères une pièce dedans, OK, je vois. tu vois, qui rentre dans les spirales, quoi. OK. Ça va? Ça fait un peu tendancieux, mais très bien, j'accepte. Ah, j'avais même pas pensé, je suis tellement, focus. Donc, la première double page,
c'est le tuto du jeu. Donc dès que tu as tourné la page de la règle et ça représente une scène avec une très jolie illustration et chaque double page, ça va être ça, une très jolie illustration. Mais sur cette illustration est plaqué un réseau de nœuds et de routes. D'accord? Ouais. Donc là, par exemple, imagine, je sais pas, j'ai pris une image au pif, on s'en fiche. Imagine un escargot qui vole dans le ciel, tu vois? Et la route va suivre le colimaçon de sa coquille, parce qu'on le voit de profil, tu vois? Imagine n'importe quoi d'autre, mais bon. L'idée, c'est que tu as une très jolie illustration avec un réseau très simple où tu as qu'une route à suivre parce que c'est le tuto. Et donc, l'idée, c'est que sur chaque double page, les joueurs ont un parcours à suivre d'un nœud de départ à un nœud d'arrivée. Mmh. Et à chaque fois qu'ils vont bouger le pion d'un nœud à l'autre, la partie cylindrique qui est rentrée dans les spirales monte d'une spirale, tu vois, d'une graduation. Et l'idée, c'est que si ton cylindre sort du livre, donc si tu as épuisé toutes tes graduations, bah, la partie est perdue. OK. OK? C'est une sorte de sablier, si tu veux. Ouais, je vois, je vois. Et donc, certains nœuds vont faire baisser ou monter le cylindre, donc faire gagner ou perdre du temps. Certains objets vont avoir cet effet-là également, que tu vas pouvoir piocher en passant sur certains nœuds et pas sur d'autres, et cetera. Bla 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 bla. Enfin, le nœud d'arrivée, quand tu arrives, à la fin du parcours, t'envoie vers une nouvelle page du livre et donc un nouveau rêve, de l'enfant que tu vas devoir, compléter, puis passer à un nouveau rêve et cetera. Tu vois? Ton plateau de jeu change au fur et à mesure que tu tournes les pages du livre. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est un jeu à campagne? C'est un jeu, J'arrive legacy? je sais pas trop comment le définir parce que pour moi, ça se joue assez rapidement. Je suis pas Mmh. sûr que ce soit un jeu à campagne, mais en tout cas, c'est un jeu qui te raconte un voyage, effectivement. L'idée, c'est que, le livre, c'est le voyage que les joueurs font dans le rêve de l'enfant. Plus tu te rapproches du centre, plus les illustrations deviennent abstraites, plus les jonctions et les trajets sont perturbés, tu vois? Tu vas avoir des variations d'environnement, des complexifications de trajets, des nœuds à effet négatif en plus grand nombre, et cetera. Au centre du livre, tu as une page très abstraite, très simple, où tu récupères l'enfant. Donc tu es au centre du rêve Mmh. et après, les pages suivantes, ça devient plus cauchemardesque, les rêves redeviennent de plus en plus détaillés au fur et à mesure que tu t'approches de la fin du livre et les parties sont de plus en plus compliquées, mais surtout, à partir de ce moment-là, les règles mêmes du jeu changent. C'est-à-dire que, par exemple, à partir de maintenant, les joueurs ne peuvent plus tourner qu'à gauche quand ils ont une jonction ou, par exemple, ils doivent sauter le nœud suivant ou les joueurs jouaient à tour de rôle. Maintenant, chacun doit faire tout le trajet d'un coup, puis l'autre doit le suivre. Enfin, tu vois, voilà, n'importe quelle modification, on s'en fout, mais l'idée, c'est que dans la première partie, c'était l'environnement qui changeait, le type de Mmh. réseau. Dans la deuxième partie du livre, c'est carrément les règles qu'on fait varier. Un effet positif d'un objet devient un effet négatif. Tu vois, tu as gardé plein d'objets positifs depuis le début, et là, maintenant, c'est des objets qui font l'inverse de ce qu'ils étaient censés faire, voilà, des choses comme ça. Et donc, niveau DA, j'imagine un prototype. Ah oui, pardon. Et l'enfant que tu récupères devient un malus pour le joueur qui choisit de s'en charger pour, la Eh page en bah, oui, cours. les enfants, c'est toujours des Et tu malus, peux te hein. le refiler, on est bien d'accord. Et donc niveau DA, comme tous les jeux de rêve, j'imagine des ambiances oniriques, étranges, cauchemardesques, toujours très beau, tu sais, avec un petit effet peinture là, comme tu as souvent dans Mysterium ou dans Dixit, je trouve ça très joli. Et j'imagine que les réseaux, les trajets, les nœuds, ça joue avec le décor, tu vois? Genre si tu un décor vu de haut, ça épouse le relief, si c'est un couloir qui va vers l'infini, bah, les nœuds sont de plus en plus petits, de plus en plus grands, tu vois? Des choses comme ça. Et donc l'idée, c'est que chaque partie que tu joues va être différente parce que les pages ont différents nœuds d'arrivée qui te renvoient à différentes pages. Parfois, ça peut être conditionné au nombre d'objets que tu as, au moment où tu arrives sur le nœud et cetera. Ce qui fait que l'idée, c'est que tu croises certaines doubles pages et pas d'autres et que donc tes plateaux de jeu vont être différents à chaque partie, que tu vas pas forcément toujours croiser les mêmes et cetera. Voilà, c'était mon prototype, ça s'appelle Wake Up. Eh ben, c'est tout mignon, c'est pas mal. J'aimerais bien le voir, même si je pense que sa réalisation, sera ardue. Tout à fait, non seulement dans les réseaux, mais surtout dans les illus. Tu vois? Je pense que c'est un truc qui prend son sens quand, c'est un bel objet, Ah quoi. bah, oui, oui et là, il y a du taf, hein. On est bien d'accord. Eh ben, je vois que tu as bien bossé, hein. Je vais pas pouvoir en dire de même. C'est pas grave comme ça, toi, tu as bien bossé la question, moi j'ai bien bossé le proto. Voilà. Alors, du coup, moi, mon proto, j'ai repris un peu le speech de Dany, je sais pas si tu connais?
Danny qui mélange le Dixit à une torture psychologique où Danny, il a des gens dans sa tête et les gens Mmh. dans sa tête, ils veulent bien que Danny, il arrête d'être lui et qu'il devienne plus Hive Mind, qui sont ses autres personnalités. Du coup, ces autres personnalités, elles se liguent contre Danny pour pouvoir prendre sa place. Là, le Mmh. speech, du coup, c'est pas du tout la même chose, c'est que on rêve, on est endormi, et que les rêves filent et défilent, mais le subconscient devient conscient et les rêves prennent vie. Ils font le constat suivant. Si le dormeur se réveille, ils vont disparaître. Mais s'il dort à jamais, ils pourront vivre ensemble. Mais un des rêves a aussi fait cette constatation. Si on rassemble plus de conscience que les autres, on pourrait être celui qui vit éveillé. Et là, le sang glacé par cette idée, tous tomba dans la panique, tel qu'ils ne savaient plus qui était un rêve et qui était le dormeur original. Chacun veut rester en vie, Mmh. chacun veut vivre la vie éveillée. Du coup, le jeu s'appelle Rêve éveillé, un jeu pour 3 à 5 joueurs. Comment c'est deep? Je bosse peut-être pas le jeu, mais je bosse les tourneurs de phrases, hein. Du coup, le jeu, c'est un bluff à rôle caché. Chacun reçoit une carte, soit il est un rêve, soit il est le dormeur. Et le jeu se joue ainsi. Chaque joueur reçoit 6 cartes, 5 cartes de couleur. On peut dire bleu, rouge, vert, jaune, marron, caca. Et une carte éveil. Pendant une phase de discussion, on peut discuter. Et ensuite, chaque joueur choisit une carte et la pose dans le tas du milieu. Le premier joueur qui avancera tour à tour, du coup, si le premier joueur c'est moi, ensuite ce sera la personne à ma gauche, ensuite si c'est la deuxième personne à ma gauche, et ainsi de suite. Chaque joueur mélange le paquet de cartes, comme ça on ne sait pas qui a donné quoi, et choisit une carte. Et on fait ça 5 fois, jusqu'à ce que le jeu s'arrête. On ne révèle pas ces cartes quand on en a choisi une. À la fin du 5e tour, on révèle qui on est, et on révèle les cartes qu'on a récupérées. Maintenant, le marquage de points se fait différemment si on est le rêveur ou si on est le dormeur. Les rêves gagnent s'ils ont 5 points. Le dormeur, c'est très facile. Il gagne s'il a 3 couleurs différentes ou s'il a 3 cartes éveillées. Les points pour les rêveurs, ça se compte tour par tour. Pour un tour, s'il y a exactement 2 joueurs, le dormeur compris, qui a une carte de la même couleur, alors les rêves qui font partie de cette paire gagnent 2 points. S'il peut y avoir plusieurs paires dans le même tour, mais c'est forcément des couleurs différentes. On peut pas dire 2 personnes qui ont 2 paires de bleus. Ça fait juste 4 personnes qui ont un bleu, ça ne marche pas. Un rêveur est le seul à avoir une couleur pendant un tour, alors il gagne 1 point. Les consciences sont trop dures de manier un bout de conscience tout seul. Ça veut rien dire ce que j'ai écrit là. Si plus de 2 joueurs, dont le dormeur, ont une carte d'une couleur, personne ne marque de points. Si le dormeur gagne, même si un rêve a 5 points, le rêve perd. Le dormeur a la primauté de la victoire. Sinon, c'est le premier à 5 points qui gagne. Voilà, c'est tout le jeu. OK. Je sens que si je jouais à ce jeu-là, je serais nul à chier. Ça a l'air super dur, d'ajuster ta stratégie en fonction des éventuels rôles cachés, que tu, devines ou pas. Ça m'a l'air, waouh! Y a qu'un seul rôle, Ça a y a l'air y a rude, qu'une hein? seule personne qui se cache, hein. Et les autres, c'est des rêves. Mais les Ouais. rêves, ils doivent faire en sorte que, ils gagnent des points. Ça se trouve, il y a 0 rêve qui vont gagner. Et du coup, si aucun rêve ne gagne, le dormeur gagne. Chat. Il vaut mieux être dormeur ou éveillé, tu penses? Quel est le plus dur? Je pense qu'il vaut mieux être dormeur. Mais, et règle que j'ai oublié de citer, avant de révéler qui on est, on a le droit de voter. Tout le monde vote pour celui qu'il pense être le dormeur. Si les rêves trouvent le dormeur et du coup il y a plus de votes pour le dormeur que pour un autre rêve, alors le dormeur a perdu. Les rêves gagnent ensemble. Minorant, s'il y a un rêve qui gagne, et ben il gagne quoi. Et sinon, le dormeur a perdu de toute façon. C'est hyper dur pour le dormeur parce qu'il doit maximiser sa partie et s'il le fait bien, donc s'il joue bien comme il est censé jouer, il risque de se faire griller, c'est pas Ah évident, hein? non, ouais, c'est pas évident. Surtout qu'à un moment donné, il va y avoir ils vont déclarer les cartes qu'ils vont jouer. Il fait: «Ouais, moi j'ai joué un bleu, OK, moi aussi je joue un bleu» et qu'il va pas y avoir le compte.
Bien sûr, le premier joueur, il est avantagé parce qu'il voit, quelle carte va faire marquer des points et quelle carte, c'est la merde. Vite, ça va devenir un casse-tête. Rien que pour essayer de gagner. Ouais, de ouf. Et comment tu ça en DA? Parce que tu dis que tu t'inspires de Dany, c'est un jeu avec une DA très particulière, la blanche et noire, tu ça comme ça, un truc un peu oppressant? Ah ouais, non, ouais, je vais juste Ouais. piquer le speech, de départ, non, Dany, c'est moche Oh comme jeu, hein. moche, je sais pas, c'est un parti pris, Ah oui, c'est à parti pris, ouais. mais toi, tu ça comment du coup? Ou tu peut-être pas imaginé? Wouah, j'imaginais ça avec des cartes de Ah couleurs et d'accord. avec, une carte avec un point d'interrogation avec écrit Mmh. «éveillé» dessus. Non, j'ai aucune imagination. En vrai, j'étais pas du tout inspiré, hein, C'est pas grave, pour la ça peine, arrivera d'autres fois, il y a pas de problème, hein. heu, OK. ouais, quand on en a parlé, je me dis: «Ah, ça a l'air pas mal» et en fait, pas du tout. Non, non, mais écoute, c'est des choses qui arrivent, t'inquiète pas, Voilà. aucun souci. C'était en tout cas, j'ai heureusement que tu étais pas inspiré parce que le jeu était intéressant. Ouais, moi, au début, je voulais faire un truc genre un Pecking Order ou Drone versus Goéland. À part, pomper complètement le jeu, j'avais pas d'idée. Ouais, ça m'était arrivé pour je sais plus, je crois le 2e épisode, je me souviens plus ce qu'on devait faire, mais j'avais réfléchi à ça aussi. Putain, Pecking Order, c'est quand même Ah, vachement c'est cool bien. Pecking Order, hein, jouez-y. Ah ouais, ouais, c'est qu'il est dans ce jeu, ouais. OK, bah, écoute, je crois que ça conclut notre rubrique proto. Et maintenant, le jeu qui nous fait de l'œil. L'œil voit tout, l'œil est omni comment on dit, quelqu'un qui voit tout? Omniscient? L'œil est omniscient. OK, très bien. On a les jingles qu'on mérite C'est vrai, tu sais que, et j'ai pas du tout bossé pour avoir des meilleurs jingles. moi j'ai une flûte à nez, je pourrais carrément, jouer de la flûte, pour nos jingles, mais je sais pas où elle est. Faudrait que je la retrouve pour la prochaine fois. Tu très fort avec cette flûte-année, Ah, tu sais que j'en joue tous les jours. ah bon, tu t'entraînes? J'en joue à mon bébé, ça m'amuse parce que ça l'horripile un peu. Ah le Et puis pauvre. ma femme, suit assidûment des cours de clarinette et ça la rend folle que je joue mieux des mélodies, qu'elle parce que j'ai pas de notes à faire. Bah oui, mais et c'est compliqué la clarinette. Ah de ouf. La courbe de difficulté est moindre sur la flûte-année. Écoute, ça reste un instrument à maîtriser, n'est-ce pas? Mais bah, je m'entraîne quand même énormément. Mais oui, oui, c'est vrai que tu la maîtrises en 10 minutes, quoi, donc Ouais, non mais mais bon bref, on diverge. alors, Peut-être un jour un jeu de société avec une flûte à nez, tiens, pourquoi pas? bah, il y avait un truc avec des kazoo là. Oui, je l'ai vu aussi, ouais, je l'ai vu passer. Après moi, j'ai jamais réussi à faire fonctionner un kazoo, mais Chers auditeurs, si vous savez quel est ce jeu avec un kazoo, bah, mettez-le en commentaire. oui, Personne ne commente. Il y a quand même pas mal de gens qui nous écoutent, hein, c'est vrai? selon les analyses selon les analyses Spotify, j'ouvre maintenant devant vous, et ben, ça a jamais pris autant de temps pour charger, hein. Il y a 36 personnes qui nous ont écoutés, Eh quand même! dont 8 heures de lecture. Je ne sais pas qui sont ces gens, hein. Parce que moi, j'ai écouté le podcast pour, vérifier que tout allait bien, mais j'ai pas écouté Ouais. 36 fois, hein. Attends, non, mais en fait, ça marche pas parce qu'on est 4 à l'écouter et il y a 8 heures de lecture. Ouais, du coup, en fait, c'est juste nous, hein. Bah, en 36 écoutes, c'est quoi? Ça veut dire que ça compte quand tu te reconnectes? Peut-être. Ça compte? Ouais, écoute, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas, parce que 8 heures de lecture, ça fait pas les 3 épisodes, hein. Mmh. Non, mais écoute, il y a peut-être des utilisateurs fantômes, on sait pas. Il y a tellement de plateformes sur lesquelles on est disponible. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Attends, je regarde les stats, de l'épisode Mmh. 2. 10 écoutes. Ah non, et quand même, il y a c'est périn dans le temps, hein. 4 heures d'écoute, sur le 2e podcast. Bon, écoute, non, mais je suis supputé qu'il y ait des gens qui nous écoutent vraiment, voilà. Ouais, non, mais écoute, bien sûr. Bah, en même temps, pour l'instant, on fait pas beaucoup de pub. On se contente d'exister sur Spotify et que des gens nous trouvent et qui nous écoutent, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, 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 non, mais de toute façon, c'est petit à petit et puis, il y a beaucoup de gens, quand tu as un podcast qui a 3-4 épisodes, ils se disent: «Ouais, ça se trouve, c'est arrêté, c'est pas sérieux, on sait pas quand on en aura Ouais. un petit peu plus, on verra bien» et puis déjà, de toute façon, ça nous amuse. On le fait pour nous. Du coup, le jeu qui nous fait de l'œil. Allez, balance. Alors, moi, le jeu qui me fait de l'œil, c'est le Cyberpunk TCG. Pourquoi, un énième TCG, Oui. Au dernier épisode, tu as dit que tu en avais marre des TCG.
Mais oui, oui, mais je suis une personne avec plein de contradictions, c'est ça Ouais, qui me rend humain. tout à fait. Déjà, pourquoi s'intéresser à Cyberpunk TCG? Parce que contrairement à Magic, à Yu-Gi-Oh!, à Lorcana, à Altered, à Runeterra, c'est pas un TCG de fantasy où il y a un petit peu de science-fiction disséminé par-ci par-là. Non, c'est de la pure SF. Un des thèmes les plus représentatifs, le cyberpunk, c'est dans le nom. Ensuite, ils promettent qu'il n'y ait pas d'IA. Je trouve peut utiliser les outils capitalisme quand on est un jeu qui se base sur le corporatisme. C'est un beau pied de nez. Et en plus, moi, j'ai pas un avis si prononcé que ça sur l'IA. Je pense que l'IA, c'est juste un outil et que c'est l'utilisation qu'on en fait qui peut être néfaste. Dans le monde qu'on vit aujourd'hui, il est de fait néfaste. Du coup, dans les faits, je suis contre l'utilisation de l'IA. Voilà. Cyberpunk, c'est une licence que j'adorais, qui est sombre, parfois trop, parfois edgy, hein. Mais globalement, c'est un bon jeu. Bah oui. Ouais, parfois ils en font trop, hein. J'avais joué à sa sortie, j'avais un bug. Moi, j'ai adoré Ouais, aussi. moi, quand j'ai joué, j'avais un Ouais. bug, il y avait un arbre qui était toujours constamment sur l'écran. Mais moi, j'ai pris ça Non! comme étant une des features du jeu parce que le cerveau de mon vie, il était trop attaqué par la petite carte. Il avait le bug arbre. En plus, les cartes sont magnifiques dans le trailer. Bon, bah, après, c'est un trailer, hein. C'est une bande-annonce, ils font exprès. Mais en tout cas, là, c'était extrêmement bien taillé, voilà. En plus, j'avais raté la sortie d'Altered. Raté la sortie de Lorcana, de Star Wars Unlimited. Et je me dis que se lancer dans un TCG dès le départ, ça permet d'avoir les cartes du premier set, les cartes qui Mmh. valent les plus chères. J'espère avoir le Drago-Feu équivalent au Cyberpunk et pouvoir la vendre à 3 millions dans mes vieux jours. C'est mon plan épargne Ah retraite, oui, Cyberpunk. très, très bien, ouais, très, très bien. Tu sais que moi, Cyberpunk, je l'ai fini genre il y a 2 mois T'as fait l'extension? et c'était trop bien, j'ai adoré. Non, j'ai pas fait d'extension, je me suis arrêté là. Déjà, j'ai réussi à jouer à un jeu 80 heures, Ouais, c'est fou, hein. j'ai mis, 3 mois. Je trouvais ça super, c'était très En bien. plus, avec un bébé slash une femme enceinte. Ouais, 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 à ce moment-là, c'était la femme enceinte, mais c'était pas beaucoup plus facile de trouver le temps. Mais bon, écoute, petit à petit, j'ai fait que ça. Ouais, c'est pas dur, pas de série, pas de film. J'ai fait Cyberpunk pendant 3 mois, mais c'était très immersif, du coup, c'était très bien. Ouais, ça vaut le coup, ouais. Donc j'ai adoré et effectivement, sur la DA, ils sont quand même irréprochables et ça a l'air de bien suivre, leur univers. Donc non, 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 je te suivrai pas sur le TCG, parce que trop chiant à suivre, trop d'investissement. Je vois pourquoi il te fait de Bah, l'œil. ouais, je pense que je vais faire que la première saison, hein, et m'arrêter là. Ouais, du coup, t'as fait quelle fin, Cyberpunk? Tu parti avec qui de la tour d'Arasaka? Alors là, c'est le moment où on va spoiler comme des gros bâtards. Du coup, si vous voulez pas trop vous faire spoiler, passez à 1h09 minutes. Ah moi j'ai fait la pire fin possible. J'ai suivi les corpos, et je me suis cryogénisé, je crois, un truc comme ça, ou non, enfin, où je me suis mis dans la grande IA collective là. Ah, d'accord. OK. J'ai fait le pire truc possible. Voilà, la pire fin. Ah bah, moi, j'ai Parce que je les ai crus, je leur ai fait confiance. mais je pense que j'ai fait la deuxième pire fin, hein, si c'est pas la pire, où, bah, j'ai fait aussi pareil, corpo, et je me suis retrouvé, sur, le satellite, à vivre, ma vie en tant que cobaye. Ouais, je sais pas ce qui est le mieux, hein. Ouais. Je sais pas s'il y a une Mais bon, il y a une partie de moi qui leur fait encore confiance, tu vois? Je me dis: «Bon, peut-être qu'ils me ressusciteront un jour». ouais, 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 inch'Allah, hein. Ouais, c'est clair. Mais je sais pas s'il y a une bonne fin à ce jeu, hein. J'aurais dû partir avec la meuf dans le désert là. Si, bah, je crois qu'il y a une fin où je me souviens plus, j'avais regardé une vidéo et elles y étaient toutes. Il me semble pas que tu avais énormément de fins, géniales de Oh, toute bah, il y a façon. la fin où, tu restes sur ta chaise, tu vas même pas à Arasaka et tu te suicides. Ouais. Mais bon, ne spoilons pas plus nos éditeurs. Oui, il faudra que tu mettes une alerte, spoiler, Attends, au attends, début de notre échange attends. parce que sinon, Si vous ne voulez pas être spoilé, bah, j'ai pas de compteur. Démerdez-vous. Passez les 2 prochaines minutes. Voilà. Passez les 2 prochaines minutes si vous ne voulez pas être spoilé. bonjour, c'est Richard du futur et le magnifique du futur. Bonjour Richard du futur. Bon, quel est ton jeu qui fait de l'œil? Alors, moi, je voudrais une fois n'est pas coutume, enfin, quoique, je dis une fois n'est pas coutume, mais en vrai, j'ai pas mal parlé de jeux experts, dans un jeu qui me fait de l'œil. Donc là, je vais te parler d'un nouveau jeu Mmh. expert, qui me fait de l'œil. C'est Vantage.
Donc un jeu qui a été écrit par Jamie Stegmaier, donc c'est le monsieur qui a fait, Fife, Seat, je sais pas comment on Ah, prononce et un jeu que tu aimes bien, je crois, Red Rising et c'est édité par Stonemaier Games qui ont fait, Seat, Wingspan, Tokaido et Red Rising, mhm. entre autres. C'est un jeu qui a l'air extraordinaire et je pèse mes mots. C'est un jeu coopératif en plus, donc il a tout pour me plaire. Imagine une gigantesque boîte à 99 € qui contient des pions, des fiches cartonnées, nin nin, et 1 700 cartes, Oh, il y a OK? beaucoup de cartes. En gros, le principe est simple, il y a beaucoup de cartes. Les joueurs forment un équipage qui s'est écrasé sur une planète inconnue, mais chacun à un endroit différent et inconnu des autres joueurs. En pratique, tu as 100 cartes, point d'atterrissage et tu en Ah pioches ouais. une au hasard. Et ensuite, les joueurs ne peuvent communiquer que par radio et doivent donc décrire leur carte qu'ils ont devant les yeux, mais qui est cachée pour les autres. Je vois une forêt à l'est, je vois un désert au nord, je vois des habitations à l'ouest, et cetera. Et donc, ensuite, si tu veux aller au nord de ta carte, bah, dans la boîte de jeu, il y a un livret. Tu vas à la carte 238, toutes les cartes sont numérotées, et 238 au nord, tu vois que tu as la carte 545, et donc tu pioches la carte 545 et tu navigues dans le jeu comme ça. Donc, tu pioches ta nouvelle carte, tu décris ce que tu vois, et donc les joueurs comme ça vont essayer de se trianguler, de se rejoindre, de partir ensemble vers une direction, etc. Évidemment, sur chaque carte, tu as des péripéties. Trouver de l'équipement, grimper une falaise, combattre un monstre. Et donc, tu vas faire des tests. Donc, tu as plusieurs caractéristiques, technologie, physique, survie, j'en passe. Tes stats sont modifiés par tes trouvailles, tes succès, tes échecs. Et chaque joueur gère son équipement sur un plateau individuel. Et puis, il y a aussi un plateau central. J'ai pas bien compris son intérêt aujourd'hui parce que, bah, évidemment, j'ai pas le jeu. Mais ce que j'adore, t'as pas de map, t'as pas de pion à déplacer, tu vois. Les joueurs fabriquent eux-mêmes mentalement, avec leurs indices, mis en commun, la carte du monde. Et normalement, la partie est censée durer une grosse soirée. Si ton équipage meurt, bah, c'est pas grave parce que à ta prochaine partie, tu vas rebooter le truc, mais le monde, lui, ne change pas, c'est toujours les mêmes cartes. Donc tu as ta connaissance, la partie précédente. Tu sais qu'à l'est, il y a un truc chelou, faut pas y aller, qu'à l'ouest, tu as une ressource sympa, et cetera. Autre chose intéressante, les joueurs ont donc tous l'objectif principal de réparer le vaisseau et de se barrer, de cette planète, mais ils ont aussi un objectif secret et donc ça va forcément rendre des décisions de certains joueurs Oh, incompréhensibles pour les autres et voilà, c'est toujours une mécanique classe. sympa. Bref, ça a l'air d'être une aventure fantastique, mais comme d'habitude, manque de temps, manque d'argent, manque de joueurs. Pour l'instant, c'est un joli rêve, mais un rêve auquel je pense C'est vrai très qu'il a souvent. l'air très beau et très fun. Mais ça ressemble un petit peu Il a l'air trop bien. à Course d'orientation, le jeu de rôle, hein. Bah ouais, mais franchement, pour le coup, j'ai pas ta science, des jeux de société, mais j'ai jamais vu ça, ailleurs. Bah, ça fait un petit peu penser à Hearthstone Ranger. En tout cas, la mécanique des Ah cartes, ouais? qui ressemble un peu. J'ai OK. ni assez joué à Hearthstone Ranger, ni joué à Vantage pour avoir Mmh. un véritable avis. Mais en tout cas, très beau jeu, très bien, c'est noté. Non, il a l'air trop chouette et pas de version, française encore, je crois. Ah, c'est pas grave, nos amis anglophones nous écoutent aussi. Hey yo, I speak English and you. Tout à fait. I speak English too, my tailor is rich. Rich, I know this guy. Ok. Excellent. Bah, écoute, c'est le moment de clôturer, je crois, Eh hein? ben oui, on arrive vers la fin. Bah, si vous avez aimé ce podcast, mettez-le 5 étoiles ou 4 étoiles, on n'est pas chiant. Quelque chose d'autre à rajouter, Richard? Bah, non, si vous tombez sur nous, on est ravis que vous nous ayez écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment et puis, bah, partagez, si ça vous a plu. Eh ben, bonne soirée et merci à tous À la prochaine. À la prochaine. Si Jay commence à avoir des crises cardiaques à chaque fois qu'il arrête le podcast, ça va mal le faire. Bah, non, c'est tout très bien. Ah, attends.